l'indice de polymolécularité d'un polymère, qu'on appelle aussi indice de polydispersité, et qu'on note IP, est défini par la formule IP égale MW sur Mn. Prenez le temps d'écrire cette définition et cette formule en mettant pause sur la vidéo, et calculez IP pour chacun des échantillons de polymères de l'exemple précédent. Voilà, je vous laisse mettre pause et revenir à ce qu'on avait obtenu précédemment, et je donne le résultat dans quelques instants. On avait deux échantillons de polymères qui avaient tous les deux la masse molaire moyenne en nombre, Mn, qui valait 3250 grammes par mol. Par contre, dans le cas du polymère 1, sa masse molaire moyenne en masse était de 3500 grammes par mol, et on obtient donc IP égale 1,077. Et dans le cas du polymère 2, comme sa masse molaire moyenne en masse était de 3360 grammes par mol, on obtient IP égale 1,034. On voit qu'on a deux valeurs de IP qui sont toutes les deux légèrement supérieures à 1. Ce qui est assez logique, parce que ce qu'on avait dit préalablement, c'était que dans un polymère qui a une certaine distribution de masse molaire, MW est toujours supérieur à Mn, et donc c'est ce qu'on voit ici, puisque donc IP sera toujours légèrement supérieur à 1. Sauf dans le cas très particulier où MW est égal à Mn. Et finalement, pour que MW soit égal à Mn, eh bien il faut que le polymère soit constitué d'une seule molécule. Elle peut être prise un grand nombre de fois, cette molécule, mais il faut que toutes les chaînes dans le polymère aient exactement la même masse molaire. On appelle dans ce cas cela un polymère isomoléculaire, constitué toujours de la même molécule, prise un grand nombre de fois. Bon, ça c'est un cas un peu, théorique finalement. Il y a assez peu de polymères qu'on arrive à avoir vraiment sous la forme isomoléculaire. En général, c'est des mélanges de molécules de différentes tailles. Et donc, mais dans le cas théorique, voilà, d'un polymère qui serait parfait, en quelque sorte, eh bien, on aura IP qui sera égal à 1. Ça, il faut retenir ça, que si IP égale 1, ça signifie ça. Et puis, par contre, pour un polymère qui serait polymoléculaire, donc avec des chaînes de différentes tailles, MW sera toujours plus grand que Mn, donc IP sera systématiquement plus grand que 1. Et de plus, plus IP est grand, plus la différence entre MW et Mn est grande. Or, on a vu que la différence entre MW et Mn, elle venait du fait que la courbe de distribution des masses molaires dans le polymère était évasée. Autrement dit, l'intérêt de IP, et ça c'est quelque chose à bien retenir, c'est que plus IP est grand, plus la distribution des masses molaires dans le polymère est évasée. Remarque sur la façon maintenant de déterminer Mn et MW. Bien sûr, on ne va pas compter le nombre de macromolécules de chaque longueur dans le polymère pour ensuite faire une moyenne de ces longueurs-là, puisque il y a des milliards de macromolécules dans une mole. Non, ici, ce qu'on va faire, c'est que on va utiliser des techniques physiques. Une dont on a déjà parlé, c'est l'osmométrie. Si vous vous souvenez, dans l'analyse documentaire sur l'osmose et l'osmose inverse, eh bien, on montre comment, à partir d'une mesure d'osmométrie, on peut déterminer la masse molaire en nombre, enfin la masse molaire d'un composé. Et il se trouve que si on le fait avec un mélange de polymères, eh bien, on obtiendra la masse molaire moyenne en nombre comme valeur avec l'osmométrie. MW, lui, peut être déterminé par d'autres types d'expériences, en particulier avec des expériences de diffusion de la lumière ou des expériences de viscosimétrie. Et ces valeurs de Mn et MW, quand on les a déterminées toutes les deux, permettent non seulement de déterminer IP, mais donnent aussi d'autres informations sur les propriétés du polymère, propriétés mécaniques, propriétés physiques, propriétés utilisées dans la mise en œuvre. Bref, vous verrez, si on vous donne à un moment un exercice sur les polymères et qu'on vous fait déterminer expérimentalement Mn et MW, que ce sont des grandeurs qui peuvent ensuite être utilisées dans de multiples raisonnements sur les propriétés des polymères. Petit 4, organisation structurale. Lorsqu'on crée une macromolécule, on fait l'enchaînement de plusieurs monomères pour former une grande molécule. Mais en fin de compte, cet enchaînement, il peut avoir différentes organisations structurales en fonction de la façon dont les monomères vont se lier. Prenons un exemple simple pour vous montrer qu'il existe plusieurs possibilités. Le cas du propène. Le propène, c'est un alcène qui n'est pas symétrique, puisque d'un côté il y a le CH3 et d'un côté il y a juste deux hydrogènes. Appelons tête le carbone qui porte le CH3 et que le carbone qui porte les deux hydrogènes.
lorsque le propène réagit avec d'autres propènes pour créer une macromolécule. On voit qu'on a deux options. Soit la tête qui est ici va réagir avec la queue d'un autre propène, et la queue va réagir avec la tête d'un autre propène, soit la tête va réagir avec la tête d'un autre propène, et la queue avec la queue d'un autre propène. On voit donc que, même quand on fait juste un polymère de propène, eh bien déjà on a plusieurs possibilités dans la manière dont l'enchaînement va avoir lieu. Soit on aura un enchaînement de type tête à queue, qui donnera une macromolécule qui a cette structure-là, où on voit qu'ici, tous les deux carbones, on a un méthyle, et que c'est complètement régulier. Soit on aura un enchaînement de type tête à tête, où on aura ici deux méthyles qui seront l'un à côté de l'autre, puis deux CH2, puis deux carbones qui portent deux méthyles, puis deux CH2, etc., etc. Donc ici, tête, 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 etc. Et là encore, on parle de deux situations où il y a eu quelque chose de régulier, c'est-à-dire soit que du tête à queue, soit que du tête à tête, mais on peut aussi imaginer que lors de la polymérisation, il y ait un mélange un peu aléatoire de tête à tête et de tête à queue. On voit donc que lors de la synthèse d'un polymère, il faut faire attention à la notion de régiosélectivité qui peut donner finalement des macromolécules différentes en fonction de la façon dont la régiosélectivité est orientée. Au-delà de la régiosélectivité, on peut aussi parler de stéréosélectivité. En effet, on a vu dans les synthèses ici que nous créons ici des carbones, les carbones qui portent les méthyles, qui sont asymétriques. Et donc, il faut se poser la question de savoir, ces carbones asymétriques, quelle sera leur configuration? Est-ce qu'on aura quelque chose de régulier ou quelque chose d'aléatoire dans leur configuration? Ce qui va, là encore, avoir un énorme impact sur les propriétés du polymère. On appelle ça la tacticité d'un polymère. Prenons l'exemple du polystyrène. Ici, on représente une macromolécule de polystyrène. On voit que chacun des carbones ici qui portent un phényl dans le polystyrène est un carbone asymétrique. On a trois grandes possibilités pour la façon dont ces carbones asymétriques vont être organisés en termes de configuration. Soit la configuration des carbones asymétriques est complètement aléatoire, donc on a des fois des phényls vers l'arrière, des fois vers l'avant, des fois vers l'arrière, donc quelque chose de complètement aléatoire, et dans ce cas, on dira que le polymère est atactique. Soit les carbones asymétriques ont tous la même configuration, donc une configuration complètement régulière avec par exemple ici tous les phényls vers l'avant. Dans ce cas, on dira que le polymère est de type isotactique. Soit, et c'est une autre possibilité, dans certains polymères, il peut y avoir une alternance parfaite des configurations des carbones asymétriques avec le phényl vers l'arrière, puis vers l'avant, puis vers l'arrière, puis vers l'avant, puis vers l'arrière, puis vers l'avant, etc. Dans ce cas, on dira que le polymère est syndiotactique. Alors en réalité, il n'existe pas forcément, dans le cas du polystyrène, de polymère parfaitement isotactique ou parfaitement syndiotactique. On va avoir des morceaux isotactiques, des morceaux syndiotactiques, des tendances, avec un petit peu de mélange aussi de fois où les carbones asymétriques ont des configurations légèrement aléatoires. Mais on peut quand même, en fonction des conditions dans lesquelles on fait le polystyrène, arriver à avoir quelque chose de plutôt syndiotactique, plutôt isotactique. Et on peut évaluer ensuite la stéréorégularité d'un polymère qu'on a synthétisé, en général par spectroscopie RMN. Pour finir, je veux vous préciser que ces termes atactique, isotactique et syndiotactique, selon le programme, vous n'êtes pas obligé de les savoir par cœur. Je vous les présente parce que comme ça a une importance sur les propriétés du polymère, et que finalement ça utilise des notions que nous connaissons déjà, eh bien si dans un sujet, à un moment où vous faites étudier un polymère, il y a de bonnes chances qu'on vous parle de ça à travers des documents qui vous les réexpliquent. Et je pense que c'est une bonne chose d'en avoir déjà entendu parler une fois et de savoir que cette notion existe. Petit c, architecture de la chaîne. On sépare en trois grands types les architectures que peut avoir une chaîne de macromolécules. C'est une classification importante parce que ces trois grands types correspondent vraiment à trois types de propriétés physiques, notamment mécaniques, très différentes. Le premier groupe, c'est ce qu'on appelle les polymères linéaires, il est assez intuitif. C'est les macromolécules qui sont constituées par l'assemblage de motifs reliés de manière linéaire pour faire une grande chaîne qui a une longueur finie. Souvent avec un nombre de motifs assez élevé, 10 puissance 5 ou 10 puissance 6 motifs, donc ça fait vraiment très très long, 1 million de maillons pour former une seule chaîne. On observe que lorsqu'on a une chaîne comme ça qui est 1 million de fois plus longue que son épaisseur, eh bien elle a tendance naturellement à s'enrouler comme une pelote
Et de façon générale, dans un polymère, les macromolécules vont se mélanger les unes aux autres, un peu comme une sorte de pelote de laine qui serait complètement mélangée avec des nœuds partout, avec vraiment quelque chose de très intriqué. Et donc c'est ça qui donne au polymère son caractère solide, hein, puisque les chaînes vont entre elles faire beaucoup d'interactions, et en plus de ça, comme elles sont mélangées, et bien du coup on obtient quelque chose qui, in fine, à notre échelle, apparaît vraiment comme un solide relativement dur. Par contre, si on met ces chaînes dans un bon solvant, c'est-à-dire un solvant qui va être capable de se mettre entre les chaînes en les solvatant, et donc va en quelque sorte lubrifier toutes ces chaînes emmêlées, eh bien on va être capable de les démêler facilement, de les séparer les unes des autres grâce au solvant, et c'est comme ça qu'on peut dissoudre un polymère. Le deuxième grand type de polymère, c'est ce qu'on appelle les polymères ramifiés. Les macromolécules de ce type de polymère sont constituées d'une longue chaîne principale, un peu similaire à celle d'un polymère linéaire, sur laquelle on a greffé des chaînes latérales qui sont plus courtes que la chaîne principale. Et la présence de ces chaînes latérales, qu'on appelle aussi des ramifications, va empêcher les chaînes de s'accoler les unes aux autres et de s'emmêler aussi efficacement que dans la pelote de laine d'un polymère linéaire. Autrement dit, en général, les polymères ramifiés vont être plus faciles à démêler, ce qui peut sembler un petit peu étrange, puisqu'on peut avoir l'impression qu'avoir rajouté des ramifications, ça va augmenter le bazar dans la pelote de laine, et donc ça va davantage faire de nœuds. Mais en fait non, comme ça empêche les molécules de se rapprocher les unes des autres, et bien souvent, ils vont être plus faciles à faire fondre, ils vont être un peu moins durs que les polymères linéaires. Et enfin, le troisième type, ce sont ce qu'on appelle les polymères réticulés, ou les polymères en réseau. Eux, ils sont constitués d'un ensemble de chaînes qui sont reliées entre elles, en d'autres points que leurs extrémités, par des liaisons covalentes. Autrement dit, ce serait un peu comme des polymères ramifiés, mais les ramifications, elles relient une chaîne à une autre. Autrement dit, on n'a plus une pelote de laine avec plein de fils qui se mélangent, mais on a cette fois une sorte de filet, puisque chaque fil est accroché aux autres fils. Et donc on ne peut pas tirer sur un fil sans emmener l'intégralité des fils. Alors souvent les polymères réticulés peuvent être réticulés par liaison covalente, mais pas seulement, ça peut aussi être des fois des interactions un peu plus faibles. On va quand même appeler ça des polymères réticulés. On verra ça plus tard. Évidemment, les polymères réticulés, ils vont être beaucoup plus rigides que les autres, et ils seront quasiment insolubles dans les solvants. Puisque même si je mets un solvant, je ne peux pas séparer les chaînes les unes des autres pour les dissoudre, puisqu'elles sont toutes accrochées les unes entre elles par des liaisons fortes. En général, si on met un solvant, les polymères réticulés, ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont gonfler en absorbant le solvant, c'est-à-dire que le solvant va essayer de dissoudre chacune des chaînes, va se mettre entre les chaînes, et donc le polymère va pouvoir gonfler, mais finalement il ne va pas y avoir de dissolution. Petit point de culture générale sur les polymères réticulés, le caoutchouc vulcanisé pour la fabrication des pneus de voiture. Pour obtenir les pneus de voiture, qui ont des propriétés d'élasticité assez particulières, on réalise la réticulation d'un polymère de diène, et cette réaction est appelée la vulcanisation. Elle a été découverte en 1839 par Goodyear, et elle correspond à faire réagir le caoutchouc, qui peut être assimilé à un polymère de butadiène, avec du soufre, qui peut être assimilé à une molécule S8, où les soufres forment une petite molécule dans laquelle ils sont reliés entre eux, et quand on se met dans les bonnes conditions, on arrive à faire un mécanisme dans lequel on perd de temps en temps une double liaison pour qu'elle se lie à des atomes de soufre qui sont reliés entre eux et qui finalement peuvent ensuite se lier à une autre double liaison d'une autre chaîne. Autrement dit, on passe ici d'un polymère linéaire à un polymère réticulé en faisant des ponts disulfure ou alors des ponts avec des fois plus d'atomes que 2 atomes de soufre qui relient entre elles les grandes chaînes du butadiène, du polybutadiène. Et c'est comme ça qu'on arrive à faire un polymère réticulé qui a des propriétés différentes et qui permet d'obtenir les pneus.